Bonsoir. Bonjour. Oh, j'y arriverai pas. Hein. Peut-être à la fin de la journée, j'arriverai à dire bonjour, je ne sais pas. Bonjour Anne Hidalgo. Bonsoir. Bonjour. Ah ben voilà, c'est contagieux. C'est contagieux. Alors je vais vous demander à vous aussi de nous dire quel est l'esprit de votre programme. En fait, je vais plutôt vous demander de revenir sur un point central. C'est votre bouclier logement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je crois que c'est une des mesures phares de votre programme. Oui, d'abord merci parce que comme chaque année, j'ai plaisir à être ici et puis bien sûr à accompagner ce travail indispensable qui permet d'avoir une photographie sur ce qui s'est passé. Et on sait que ces 5 dernières années ont quand même été très très difficiles. Un bilan absolument désastreux du président sortant sur le logement, sur la construction de logements, mais aussi sur l'accompagnement social des personnes qui sont en grande difficulté ou tout simplement dans le parc social de logement. La deuxième chose, et je vais répondre à votre question très précisément, c'est que pour qu'il y ait du logement d'abord, il faut construire du logement. Et avec l'expérience qui est la mienne, parce que je viens bien sûr aussi avec ce travail que nous avons fait sur la campagne présidentielle et mes propositions, mais aussi avec une expérience de maire et entourée de mon équipe de France de maires, il faut construire. Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement et faire en sorte que ce logement, et notamment social et avec du très social, je suis d'ailleurs très alignée avec les propositions de la Fondation sur 150 000 logements sociaux, dont 60 000 très sociaux. Il faut absolument accompagner les maires et lorsque les maires, parce que ça existe, on sait que c'est très politique cette question du logement, n'accompagnent pas, ne vont pas et refusent d'appliquer l'objectif de 25% à 2025, hein, pas 2030 ou 31, 2025, les 25% de logement social dans les communes, lorsque cette loi SRU n'est pas appliquée, je propose que les préfets, c'est-à-dire les représentants de l'État, puissent se substituer. Le bouclier de logement, pourquoi? Parce que le logement, c'est d'abord un coût incompressible pour beaucoup de familles. Et en 30 ans, on est passé du poids du logement dans le revenu des ménages qui était de 12% à 30, voire 40, voire 50%, notamment dans les zones tendues. Donc je propose un bouclier logement. Comment fonctionnera-t-il? Eh bien, ce bouclier logement sera actionné lorsque la part du logement représentera plus de 30% du revenu d'un ménage ou d'une personne. Et là, ce sera une allocation logement complémentaire qui sera versée, bien sûr. On regardera s'il y a possibilité d'aller vers de l'accès à un logement social, ce qui est une autre façon de répondre à cette question du coût du logement. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, effectivement, et sous conditions de ressources, mais des conditions de ressources qui fassent que la classe moyenne soit aussi éligible à ce bouclier logement, eh bien, nous actionnerons cette aide du bouclier logement. Mais ça ne risque pas de faire monter les prix, justement, puisque finalement cet argent permet aux propriétaires d'augmenter les prix. D'abord, ça permet aux gens de vivre mieux et de trouver un toit sur leur tête. Et souvent, on nous explique, lorsqu'on a des mesures sociales qui vont permettre de lutter contre les inégalités, on nous explique qu'il va y avoir l'effet d'aubaine sur le marché qui fait que certains en profiteraient. Les premiers, parce qu'il y a un objectif majeur de limiter aussi l'augmentation des mais les premiers qui en profiteraient, ce sont d'abord les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se loger, qui vivent dignement, qui voudraient vivre dignement de leur travail, par exemple, mais qui n'arrivent pas à accéder au logement parce que le marché de l'immobilier a ces règles qui font qu'il y a cette augmentation continue des prix. Donc, bien sûr que ça va avec d'autres mesures qui sont des mesures comme l'encadrement des loyers. Là aussi, Paris a été pionnière, Rennes, Lille, sur les questions d'encadrement des loyers. Je pense que nous devons le généraliser. Évidemment. Oui, juste quand même sur le bouclier logement, c'est très important, c'est intéressant comme mesure, mais il faut qu'on comprenne bien. Il y a aujourd'hui les APL que touchent, alors avec les coupes dont on a parlé ce matin, de moins en moins de ménages, 5,7 millions, mais quand même, à une époque, c'était 6 millions et demi, 6 millions et demi de ménages, aujourd'hui 5,7 millions.
En fait, l'APL a joué ce rôle-là pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction, à partir du moment où les APL couvraient bien les niveaux de loyer, par exemple, des logements sociaux, les fluctuations étaient compensées par l'APL. Donc c'était ce qui nous a permis, pendant de longues années, de pouvoir permettre l'accès au logement, y compris de personnes qui ont des très faibles ressources, par exemple au minima. Si on comprend bien ce que vous venez d'indiquer dans ce bouclier logement, ce serait une aide complémentaire aux APL qui viendrait en fait permettre de ne pas dépenser plus de 30% de son budget au logement, charges comprises, c'est ça? Absolument, c'est cette aide-là. Bien sûr, vous avez raison, l'APL, c'était cette vocation, permettre d'avoir accès au logement, compenser la part, je dirais, du prix du marché qui fait que des personnes n'arrivent pas à accéder au logement, à se payer tout simplement un logement, et notamment dans les zones tendues, mais partout en France, bien sûr. Et là, c'est cette allocation logement complémentaire qui vise vraiment à faire en sorte qu'aucun ménage dans notre pays ne puisse avoir plus de 30% du coût du logement qui viennent impacter son revenu. Tous les locataires, donc on peut imaginer qu'une bonne partie des locataires du parc social ne seront pas concernés parce que normalement, ils sont déjà globalement. Voilà. Mais donc ça veut dire tous les locataires du parc privé qui rentreraient dans un logement qui les ferait, malgré les APL, dépasser de 30% leur part de budget dédié au logement, sous condition de ressources, hein, évidemment. Sous condition de ressources. Est-ce que vous avez une idée, justement, c'était ça mon idée, ma question, pardon, c'était de savoir à peu près vers quel niveau vous considérez les fragilités ou à partir de quand il faut venir en aide? Je pense qu'il faut bien sûr considérer à partir de la classe moyenne. Vous savez, dans les zones tendues aujourd'hui, dans les grandes villes, les grandes métropoles, beaucoup de ménages, beaucoup de personnes qui ont un revenu n'arrivent pas à accéder ni à l'accession à la propriété, ni par exemple au logement dans le secteur privé. La mesure de encadrement des loyers est une mesure très efficace. Hein. On nous avait dit la même chose, Anne-Sophie Lapix. On nous avait dit, si vous vous engagez là-dedans, vous verrez que les prix du marché vont augmenter. On a cette expérience à Paris. Je veux saluer d'ailleurs Yann Brossa, mon adjoint qui accompagnait tout à l'heure Fabien Roussel. Je veux le saluer parce qu'ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, ça a été compliqué, hein, on nous l'a annulé, on est revenu dessus, etc. Nous, on a tenu bon. Hein. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on lâche rien. Et donc, on a mis en place cet encadrement des loyers. Et aujourd'hui, on constate, par exemple, sur une ville comme Paris où c'est appliqué, que, grosso modo, 2/3 des logements en location respectent cette obligation. Et qu'il faut faire en sorte que les autres le respectent aussi. Et comment? Là aussi, j'ai une proposition, d'ailleurs, qui est en discussion dans la loi 3D qui est en discussion au Parlement, c'est que le pouvoir de contrôle et aussi de perception de l'amende revienne aux maires, que les maires puissent notamment, parce qu'ils sont plus près justement de leur terrain, plus près aussi du fonctionnement de ce marché de l'immobilier, qu'ils puissent avoir une compétence, en tout cas qu'ils prennent cette compétence pour pouvoir faire appliquer cette loi. Alors, on partage votre analyse sur l'encadrement, on y est très favorable à la Fondation. On a vu qu'effectivement, là où elle a été appliquée, notamment à Paris, ça a permis de faire baisser alors, les prix excessifs, mais ça les a fait baisser quand même. Deux questions. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers est optionnel. Hein, suite à un arrêté au tribunal, il a été repris dans une nouvelle loi qui le rend optionnel sur la bonne volonté. Il y a des maires qui ne se sont pas saisis de cette opportunité, y compris des maires PS, je pense à Nantes, je pense à Rennes. Comment vous pensez qu'on peut arriver à convaincre ces élus de se mobiliser sur cet encadrement qui nous paraît une bonne idée? Et ma deuxième question, c'est que nous avons une proposition dans le rapport que nous publions aujourd'hui, où on propose que dans un certain nombre de villes, notamment Paris, Marseille, on puisse aussi moduler les niveaux de loyer plafond par décision des collectivités locales, pour mieux adapter en fait cet encadrement à la réalité, par exemple, des arrondissements. D'abord, vous savez, ça a été une bataille pour obtenir cette possibilité de faire l'encadrement des loyers. On s'était battu à l'époque Cécile Duflot, puis Emmanuel Cos pour l'obtenir. Et 2 villes avaient été candidates immédiatement, Paris et Lille. Nous avons pu le mettre en place, on se les fait annuler, etc. etc. Les villes dont vous parlez, Nantes et Rennes, qui ont toutes les deux une politique très active en matière de construction de logements sociaux, qui sont très
innovantes. Moi, je m'inspire beaucoup, par exemple, de Rennes aussi, hein, sur tout l'accompagnement du logement social, toutes ces mesures innovantes. Toutes ces villes sont disposées à mettre en place l'encadrement des loyers. Pour moi, c'est une généralisation de l'encadrement des loyers. Ça a été fait pour les zones tendues. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse le généraliser partout en France. Est-ce qu'il faut ensuite avoir des modulations? Oui, je suis assez favorable. Il faut être pragmatique hein, aussi. Il y a la loi, il y a les idées qu'on porte, la vision qu'on a aussi de cet engagement, de cette pression qu'on doit faire, nous, les pouvoirs publics, vis-à-vis d'un marché de l'immobilier qui, si on ne le régule pas, est un marché qui, effectivement, fait beaucoup d'exclus. Donc oui, qu'il y ait de la modulation me paraît aussi une très bonne idée. Et vous voulez ajouter une dimension écologique? Le loyer serait encadré en fonction de la performance énergétique du logement, c'est ça? On pourrait augmenter le prix s'il est très performant et le baisser s'il ne l'est pas. Oui, ça aussi, c'est une mesure qui vise à pousser notamment les propriétaires, mais la loi va les obliger de toute façon à ne mettre sur le marché que des logements qui seront déjà conformes à un certain nombre de normes énergétiques. Mais sur cette question-là, parce qu'effectivement, pour moi, l'écologie, elle est d'abord sociale. La transition écologique que l'on doit faire, hein, puisqu'on a d'ici 2030 pour l'engager, elle doit passer d'abord par des mesures sociales, parce qu'on ne peut pas faire reposer le coût de cette transition écologique uniquement sur les classes moyennes et les ménages les plus modestes. Donc, je mets en place, là aussi, une mesure. Bon, pour le parc social, les bailleurs sociaux, évidemment, ont cette obligation d'avancer dans la rénovation thermique de leurs bâtiments. Ils auraient pu aller plus vite si on ne leur avait pas piqué, comme l'a fait ce gouvernement, voilà, les moyens par des ponctions sur les organismes HLM qui, du coup, mettent ces organismes aujourd'hui en difficulté et mettent aussi les habitants du parc social en difficulté compte tenu de l'augmentation de la facture énergétique. Dans le secteur privé, dans tout le secteur des copropriétés privées, là, je propose aussi une mesure qui doit permettre aux personnes qui doivent faire des travaux de ne pas engager l'argent elles-mêmes, de pouvoir être financées par cette aide à la rénovation, ce tiers payant. Hein, ils n'engageront pas de moyens pour cette restauration et réhabilitation des bâtiments. L'État, qui aura préfinancé ces travaux, lui, se remboursera au moment de la cession du bien et je propose que la Caisse des dépôts et des consignations soit cet organisme de l'État, cette grande banque, qui soit l'opérateur justement de ces avances et de ces remboursements. Ça veut dire qu'il va falloir avancer beaucoup d'argent, oui, beaucoup de milliards. Absolument, il va falloir avancer de l'argent et d'ailleurs c'est comme ça qu'on va s'engager résolument dans la transition énergétique. Cet argent engagé, d'abord, il va réduire la dette écologique. Cet argent engagé, il va permettre à des gens de vivre mieux et de réduire leur propre facture énergétique. Et cet argent engagé, il va générer beaucoup d'emplois, notamment dans le secteur du bâtiment et de la rénovation. Donc c'est de l'argent qui lui-même génère de la valeur dans notre économie globale. Il viendra d'où, cet argent ? Alors cet argent, il vient, puisque j'ai chiffré de façon très très précise le projet sur lequel je me présente devant les Françaises et les Français. Cet argent vient notamment d'un certain nombre d'apports. Voilà, par exemple, je rétablis l'impôt sur les grandes fortunes, grosso modo 4 milliards d'euros qui vont pouvoir venir financer toutes ces aides individuelles exclusivement. Hein. J'ai dit je flécherai cet impôt sur les grandes fortunes pour en faire un impôt climatique sur les aides individuelles, à la fois pour la rénovation thermique des bâtiments et pour la mobilité durable, puisque j'ai d'autres propositions dans ce sens. Mais ça viendra aussi, bien sûr, d'autres ressources que nous allons chercher. Vous avez parlé tout à l'heure des successions. La réforme des successions que je propose, pour moi, c'est de ne pas toucher jusqu'à 300 000 euros de succession, mais ensuite d'avoir un barème qui va imposer les successions entre 300 000 et 1 million et au-delà de 2 millions, où là, nous avons calculé un
une possible retour pour l'État de 8 milliards, en plus des 15 milliards qui sont ceux qui sont aujourd'hui produits par les droits de succession. Donc on a beaucoup d'autres mesures comme celle-là. Et puis, parce que tout à l'heure, ça a été un peu évoqué, moi, mon projet, c'est un projet dans lequel je veux mettre le travail d'abord. D'abord, on doit pouvoir vivre dignement de son travail. D'abord, on doit pouvoir trouver un travail, donc réindustrialiser, etc. Un travail qui rémunère, c'est-à-dire un travail où il n'y a pas des salaires de misère qui font que vous avez des travailleurs pauvres qui ne peuvent même pas se loger. Parce que le marché de l'immobilier est rédhibitoire pour eux. Donc je veux aussi remettre cette création de valeur au cœur de notre projet pour pouvoir financer toutes ces mesures qui sont des mesures de redistribution, de justice sociale, qui sont absolument indispensables parce que notre pays, je vous le dis, si on continue avec ces inégalités flagrantes, et encore on n'a pas parlé des personnes qui dorment à la rue, on va y venir. Et on va y venir, mais ces inégalités flagrantes, qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence? D'abord des gens qui vivent très mal, des enfants qui grandissent dans un monde où ils se disent « pourquoi on me traite comme ça? C'est quoi cette façon de m'accueillir au monde ou d'accueillir mes parents dans ces situations d'indignité totale ?» Et tout cela, ça produit du mal-vivre, du mal-être, du chaos. Les inégalités sociales conduisent notre pays au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Donc il faut de la justice sociale. Il faut arrêter de se dire que parce qu'on va mettre en place des mesures sociales, oui, ça va être de la redistribution. Et la redistribution, c'est pas un gros mot. C'est bien qu'il y ait des gens qui vivent très bien, mais ils ont des devoirs vis-à-vis de ceux qui vivent moins bien, et ça passe par l'impôt et par tous ces mécanismes de redistribution. Donc ISF climatique, une fiscalité plus progressive, notamment sur les hauts patrimoines, pour financer notamment ce qu'on vient d'évoquer, les 700 000 rénovations par an que vous avez pointé dans votre programme. 760 000. 760 000. Justement, je voudrais revenir sur la question des personnes en situation de grande exclusion. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, et c'est vrai, on l'a pointé ce matin, il n'y a pas seulement les plus pauvres qui souffrent du mal logement, il y a aussi des classes moyennes inférieures, il y a aussi des catégories modestes. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça sur la question des personnes sans domicile. Absolument. Vous savez, 300 000 personnes sans domicile, une augmentation de 50% en 2012, depuis 2012, pardon. C'est donc un chiffre qui est énorme pour un pays riche comme le nôtre. Donc peut-être deux questions. Est-ce que vous êtes prête à accroître, faire monter en puissance, démultiplier la politique du logement d'abord, plutôt que de financer des places d'hébergement d'urgence? On a finalement essayé de répondre un tant soit peu à ces difficultés sociales par l'augmentation considérable de l'hébergement d'urgence. Et on a vu ce matin des films insupportables de personnes avec enfants, d'une femme avec enfants qui, avec ses gamins, depuis 5 ans, elle tourne d'hôtel en hôtel. Mais enfin, il y a un moment, c'est complètement absurde. Donc premièrement, je crois que vous vous êtes inscrit dans la politique du logement d'abord depuis 1 an, pas au début du quinquennat. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine? Et peut-être aussi sur les attributions prioritaires de logements sociaux aux plus modestes, mais aussi aux personnes sans domicile. On voit qu'on a du mal quand même à atteindre l'objectif qui s'impose à tous de 25% d'attribution aux 25% les plus modestes. Donc peut-être sur ces deux sujets, si vous pouviez nous dire ce que vous pensez. Sur le logement d'abord, évidemment, mais ça veut dire construire du logement. Et je parlais tout à l'heure des freins, les freins politiques. Vous savez, j'ai cette expérience aussi en tant que maire d'avoir porté des projets dans lesquels on se retrouve avec des oppositions, et y compris des oppositions un peu étranges parfois, qui ne viennent pas simplement des conservateurs plus à notre droite, mais aussi de gens qui nous disent au nom de la densité, il ne faut plus construire. Bien sûr qu'il faut regarder les questions de densité et que je suis une maire à Paris qui à la fois produit des espaces verts, de la végétalisation, mais qui ne veut pas abdiquer sur la nécessité de construire. Je le dis parce qu'il faut d'abord du logement si on veut le logement d'abord. Ensuite, sur les personnes qui sont... D'ailleurs, là vous avez un objectif chiffré, puisqu'on en parlait tout à l'heure de construction de logements sociaux. 150 000, oui, 150 000. dont 60 000 très sociaux. Oui.
Et donc, ça, c'est l'objectif et l'engagement que j'ai pris. Sur les personnes qui sont en situation difficile, en situation de rue, vous le savez, j'ai lancé avec Dominique Versini il y a quelques années, avec tous celles et ceux qui nous accompagnent et les associations, les grandes associations humanitaires, cette nuit de la solidarité, pour mettre aussi un chiffre, mettre les pendules à l'heure. Je me souviens, en 2018, quand on a lancé cette initiative, le gouvernement de M. Macron a essayé de nous empêcher de le faire en disant on ne veut pas qu'on compte le nombre de personnes qui sont dehors, à la rue. Et d'ailleurs, un ministre du logement de l'époque avait expliqué qu'à Paris, il n'y avait que 50 SDF, avait-il dit, dans les rues. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette démarche est reprise par beaucoup de villes. On vient de la terminer sur Paris, où on a identifié 2600 personnes qui sont à la rue. On a vu aussi que parmi ces personnes, il y a beaucoup de femmes, ce qui m'a conduite notamment, et beaucoup d'autres, à faire des logements, des lieux spécifiques pour les femmes parce qu'elles subissent des violences qui sont des violences démultipliées lorsqu'elles sont à la rue. Donc je suis pour que l'on fasse notamment, et je sais que la Fondation Abbé Pierre est aussi sur cette idée-là, des pensions de famille. Je suis vraiment pour ce dispositif des pensions de famille. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues maires de mon équipe de France de Maire, nous développons et nous voulons nous engager là-dedans parce que ce sont des lieux qui permettent, sans mettre la pression, j'ai visité cette semaine la pension de famille dans laquelle l'abbé Pierre avait terminé ses jours à Alfortville, et ce sont des lieux qui permettent de se reconstruire. Il faut permettre aux personnes, sans avoir l'épée de Damoclès de dans 2 mois, 3 mois ou 1 an, vous devez quitter ce lieu. Des pays ont réussi. Alors certes, ils sont moins nombreux, mais la Finlande, par exemple, la Finlande a réussi sur cet objectif-là. Il faut créer les conditions d'un grand consensus politique. Et sur les attributions ? Et sur les attributions, là aussi, je pense qu'il faut d'abord que le parc social, que les logements sociaux soient des logements dans lesquels il y ait de la mixité. Bien sûr pour les personnes les plus en difficulté, mais aussi pour les ménages modestes mais qui travaillent, qui vivent de leurs revenus, et aussi pour les classes moyennes. En tous les cas, je tiens beaucoup à cette mixité, et il faut mettre en place des systèmes de cotation, ce que nous avons fait dans beaucoup de nos villes, qui permettent de donner des points supplémentaires en fonction de la situation des personnes. Donc c'est très très important, bien sûr, d'abord la transparence de ces systèmes d'attribution, mais on le voit bien, le problème de l'attribution, c'est que comme il y a peu de mobilité dans le parc social, parce que le parc privé est très cher et que lorsqu'on a un logement social, on ne le quitte pas, eh bien c'est très difficile s'il n'y a pas des constructions plus massives que cela. Oui, je partage cette analyse, mais l'objectif de 25% d'attribution, 25% des plus modestes, aujourd'hui n'est pas atteint en France. Non, il n'est pas atteint à Paris non plus. Oui. Donc il faut quand même se dire que les objectifs de production que vous avez soulignés, que vous avez présentés, sont ambitieux. Enfin, je veux dire, donc on devrait pouvoir détendre si on fait ça. Si on encadre les loyers partout en France, on devrait pouvoir susciter une accalmie sur les marchés, même si ça fait baisser les plus chers seulement. Mais nous, on se dit, vous savez, il y a 450 000 à 500 000 attributions de logements sociaux par an. Si on atteignait cet objectif, d'abord c'est la loi, donc il faut la respecter, on pourrait proposer des solutions aux personnes actuellement dans des hébergements d'urgence ou sans domicile fixe, de façon beaucoup plus rapide, sans attendre cette construction-là. Donc je crois quand même qu'il faut qu'on ait un message, si je peux me permettre, un peu plus volontariste. Sur je suis d'accord avec vous, et notamment aussi de permettre un parcours résidentiel. Quand on parle par exemple des classes moyennes qui, dans les zones très denses, n'arrivent pas à se loger dans le secteur privé, c'est pas normal. Si elles ont un salaire supérieur, elles devraient pouvoir se loger dans le secteur privé s'il y a de la régulation sur le marché privé. Si on propose ce que nous faisons aussi, nous sommes engagés, beaucoup de maires qui m'entourent dans cette équipe de France des maires, à mettre en place par exemple de l'accession à la propriété par démembrement, c'est-à-dire où on va vendre les murs et pas le foncier. Ce qui permet par exemple dans certaines villes de mettre l'accession
d'un logement à moitié prix par rapport à ce qu'est le prix du logement. Ça permet d'avoir des parcours résidentiels, de sortir aussi parfois du logement social intermédiaire des familles qui vont pouvoir aller vers l'accession à la propriété et de pouvoir assurer un circuit et de détendre aussi cette offre de logement. Mais je suis d'accord avec vous sur le volontarisme, notamment pour les plus modestes, et de faire de cette question du logement d'abord, et notamment par du logement qu'on construit aussi partout, et qu'on lève les freins à cette construction. Qu'on lève les freins à cette construction et qu'on ne vienne pas sur des motifs qui seraient ou les motifs de densité ou les motifs finalement qui continueraient à opposer le social et l'écologie aussi empêcher des cela. sols. Bien sûr, il faut, vous savez, il faut regarder, et je suis très très soucieuse de cette question de l'artificialisation des sols, mais il y a des communes aujourd'hui, des villes moyennes qui sont en train d'accueillir, d'engranger des populations nouvelles. Il faut qu'elles puissent les accueillir et qu'elles ne soient pas limitées. Je suis aussi pour des grandes foncières publiques qui doivent pouvoir aider à mieux maîtriser ce foncier pour pouvoir y mettre cet objectif de logement. Merci beaucoup.